quelque chose d'exponentiel par rapport à la discrimination. Et c'est à différents niveaux. Fait que je pense qu'on l'a fait aussi à aux dernières recommandations. C'est pas seulement de passer des publicités de la diversité à travers les villes, à travers les pubs à la télé, mais je pense qu'il y a une sensibilisation de travailler directement sur des actions. Puis oui, je le comprends que ça passe par le PAC, je comprends que ça passe, mais si vous le nommez que c'est important pour vous, parce qu'on veut travailler l'intégration, on veut travailler, il faut diminuer cette sensibilité, ces préjugés-là, ça devient un mot pour tous, vous comprenez? C'est un peu là que je veux... Vous comprenez l'engagement à travers ça. Nous avons déjà des ententes avec les autres ministères, notamment le ministère de la Famille, justement pour les haltes communautaires, dans l'apprentissage de la francisation. Donc, effectivement, ce que vous nous ramenez, on le fait déjà. Tantôt, quand j'ai mentionné le ministre responsable de la lutte au racisme, c'est une question aussi qui est importante à vos yeux, qui est importante aussi pour le MIFI. Donc, oui, il y a du travail qui se fait entre les ministères. Beaucoup, Madame la députée. Cette portion d'échange vient de se terminer. Je me tourne du côté de l'opposition avec la députée avec le député d'Émile Lévigan. 12 minutes 23 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois pour votre présence. J'ai lu le mémoire et à la lumière de vos réponses, j'ai le goût de vous poser une question sur la force des mots. On a une universitaire autour de la table, on a des experts sur le terrain. Et vous savez, le débat de l'immigration, surtout les dernières années, a été marqué par des mots. Donc on peut bien parler des structures contre le racisme et de politique publique, mais les mots ont une force. Et du moment que vous êtes sur le terrain, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'impact des mots prononcés par des politiciens qui stigmatisent l'immigration, parfois qui parlent de la régionalisation, parfois qui parlent de la francisation, parfois qui ramènent des mots qui sont très durs à absorber pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, pour nous, actuellement, l'enjeu, là, c'est le fait, je vais le dire comme ça, le fait d'être un organisme de proximité. Les gens se tournent beaucoup vers nous actuellement. Puis là, je parle des gens, c'est pas seulement les personnes immigrantes, c'est des partenaires aussi. Et parce qu'il y a des enjeux, parce que la difficulté, puis là, je vous le nomme, là, mais c'est notre expérience. Actuellement, on est avec l'OMHQ dans un bâtiment aux 200 rue Dorchester. On a notre lieu et on est dans un bâtiment où il y a du vivre ensemble. Mais ça n'enlève rien que juste dans notre bâtiment, le vivre ensemble n'est pas facile parce qu'on a différentes clientèles. On a notre clientèle et l'OMHQ. Mais il faut souvent se parler entre nous et l'OMHQ juste pour travailler le vivre ensemble. Puis je parle d'un bâtiment, puis on est sensibilisé à cette action-là. Alors pour nous, les mots, je le comprends quand vous me dites il y a une force. Qu'est-ce que les gens comprennent aussi par rapport aux actions, et on voit de la discrimination même juste dans notre building. On fait du déménagement des fois des gens qui arrivent, on les monte au 2e ou au 3e étage sur nos étages, et souvent juste dans notre building, on a 2 ascenseurs, un pour le CMQ, un pour le HMQ. Ça veut dire qu'un pour l'OMHQ, un pour nos habitations. La clientèle ne prenne même pas le même ascenseur. Ça a été construit comme ça à l'époque. Donc, quand je nomme ça, c'est des petits gestes, puis là, c'est à nous à défaire des choses. Mais c'est des petits gestes et des petits mots. Mais sur le concret, nous, les gens, quand ils se tournent vers nous puis qui vivent des situations, puis là, que ce soit à travers des employés, que ce soit à travers des partenaires, des voisins, on voit de plus en plus ces difficultés-là d'intégration de nos personnes autour de nous, parce que nous, ils viennent nous cogner à la porte en disant « Qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est quoi la possibilité que le propriétaire ne peut pas faire ça? Mais c'est que ça rajoute, nous, à notre mandat, des cas à suivre plus complexes, et on doit s'arrimer, j'allais dire, à travers des liens avec nos partenaires. Allez-y. Est-ce que vous êtes outillé?
Bien, c'est certain qu'on nous manque certains éléments sur le terrain. Quand on dit outiller, c'est d'avoir de la formation. Puis je pense qu'on est allé un peu là. Quand on parle de la concertation, il y a des formations, il y a des choses. Dans l'interculturel, on est outillé tout à fait. Hein, on est là-dedans. Dans l'arrimage avec la santé, on est outillé, mais il y a des choses qu'on l'est moins. Discrimination, problème de racisme. Pensez-vous que vous êtes outillé? Bien, on travaille beaucoup avec nos partenaires sur la situation. Je pense qu'il faut y aller à différents paliers. Hein. Comme vous nommez, il y a les gens sur le terrain, puis après ça, il y a les organisations, l'engagement de chacune des organisations. C'est pas seulement, je vais le nommer comme ça, mais quand je embauche une nouvelle personne dans mon organisation, je vais leur demander signer que vous ne ferez pas d'harcèlement, qu'on a un petit politique de je ne ferai pas d'harcèlement, je vais parler correctement à mes collègues, je vais parler correctement. Mais c'est au-delà de juste faire signer une politique, vous comprenez? Comment je vais faire vivre de l'intérieur ces éléments-là? C'est un peu dans cette vision-là, je vous dirais, là, que le Centre multitechnique désire se positionner aussi. Mais on n'est pas seulement l'expert, vous comprenez, il y a d'autres experts et on fait partie justement du comité de polarisation de la Ville de Québec. On est vraiment sur les différents paliers pour arriver à assurer des choses. Mais nous, on le voit parce que les familles nous parlent des situations que leurs enfants vivent à l'intérieur des écoles. On va le nommer à travers nos intervenants, on va le nommer à la direction. Mais après ça, le parent peut nous ramener certains éléments qui fait qu'ils ne se sentent pas bien accueillis. Oui. Dans votre rapport, vous parlez beaucoup de préparer les milieux d'accueil à recevoir les immigrants en amont afin de faciliter leur intégration dans la communauté. Vous êtes des experts sur le terrain de la capitale nationale, si j'ai bien compris. Oui. Uniquement la capitale nationale. Peut faire mieux, c'est tout à fait évident. Je pense que aussi il y a effectivement encore beaucoup de besoins d'information et de formation de la part de tous les intervenants sur le terrain. Et dans ce sens-là, dans toutes les institutions, c'est pas seulement pour les personnes qui sont des intervenants ou intervenantes dans des services directs aux personnes immigrantes, donc de soutien et d'accompagnement des personnes immigrantes, mais également, je pense à la santé, aux services de garde, en éducation, etc. Donc ça, il est nécessaire qu'il y ait davantage là, de formation à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la vie des personnes. Au-delà des mots, je pense aussi concrètement à toutes les formes de discrimination qui vont être plus structurelles, du fait qu'on demande, par exemple, on parlait tout à l'heure, simple exemple de l'accès à des bibliothèques, demander à quelqu'un son bail pour pouvoir avoir une carte de bibliothèque, ça renvoie nombre de personnes, notamment à statut précaire, ou par exemple de femmes qui sont, par exemple, en situation d'hébergement aussi temporaire, à leur précarité. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui pourraient être améliorés au sein des structures. On a pensé notamment là, dans un des projets de recherche à avoir tout simplement une carte de résident de la ville
qui ne serait pas juste pour les personnes immigrantes, mais pour toutes les personnes. C'est un petit geste qui serait très concret, assez facile à obtenir, mais qui permettrait justement à tout le monde de prouver juste d'être résident de la ville et d'avoir ainsi accès à un certain nombre de services là, municipaux sans avoir toujours à répéter son histoire, à expliquer qu'on est nouvellement arrivé avec un statut particulier, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, je pense, autant dans la formation que dans des éléments plus structurels et concrets. Merci. Je reconnais maintenant la députée de Chaumédé, 3 minutes 20 secondes. Bonjour. J'ai vraiment aimé vous écouter, mais surtout vous lire. J'adore le côté que vous mettez l'emphase sur humanitaire. Donc, c'est une approche humaine et ça date de longue date. Vous êtes une grande équipe, 65 personnes. 65 ans l'année prochaine et 65 personnes. Et je vous écoutais tantôt pour les chiffres. Il me semble 397, 500, 1700. J'ai calculé, c'est du beau monde. Comment ces gens-là vous trouvent pour recevoir le service? Bien, les réfugiés sont, vous savez, en ayant le mandat, ils viennent nous voir directement. Mais on est vraiment, je vous nommerai exemple, je donne l'exemple, les demandeurs d'asile maintenant, mais les postes frontaliers nous nomment. Donc, pourquoi? Parce qu'on a l'avantage d'avoir des habitations. C'est magnifique, oui. Mais ça nous amène des enjeux. On revient à ça. Je n'ai pas assez pour répondre aux besoins. Puis c'est pas de répondre aux besoins à tous. L'idée, c'est qu'on fait là, j'ai pas le choix. Je prends les situations de cas les plus particulières, les situations de cas plus particuliers. Mais il faut s'assurer justement d'un hébergement. Et je ne veux pas alerter, mais on est là aujourd'hui, actuellement. On devra discuter avec la Ville, mais il faut plus d'hébergement parce que ma crainte, actuellement, le 811 réfère chez nous des gens qui ont des enfants et qui n'ont pas d'argent pour pouvoir aller à l'hôtel. Puis si on ne les prend pas en charge, ils vont glisser vers... Puis là, je dis le grand mot itinérance, mais vous comprenez que maintenant, je le voyais les dernières années vers des situations de cas où c'est des cas complexes de santé, difficultés d'adaptation, mais maintenant, c'est des nouveaux arrivants. On ne le voyait pas les dernières années autant. Et en ce moment, là, dernièrement, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu 4 situations qui m'ont été proposées par le CIUS de les prendre. Alors, vous comprenez, c'est là la complexité par rapport à l'accueil, par rapport à nous assurer où on est rendu aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin. Mais déjà qu'on a une crise de logement, un manque de logement dans la province, dans les 4 coins, donc en plus, le besoin de pouvoir donner les services que vous aimeriez donner, humanitaires, oui. Et essayer de trouver de la place pour tout le monde, je comprends, c'est tout un défi. On vous entend, ça c'est sûr. Vous avez mentionné à la page 7 que son engagement du Québec humanitaire et son exemple de soutien dans le processus de réinstallation lui valent une réputation internationale quant à son modèle d'accueil de ces populations vulnérables. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Rapidement. Vas-y, oui, je te laisse aller. Oh, plus de temps? Rapidement. Okay. Oh, j'allais juste dire que l'accueil humanitaire, d'abord, c'est la population le mieux répartie sur le territoire, donc ça participe à la régionalisation de l'immigration, mais il nous est parfois difficile de desservir cette population parce que ce n'est pas tous les immigrants qui rentrent dans des cases faciles, donc qui rentrent dans une catégorie donnée. C'est terminé. Merci beaucoup. Alors, on va terminer maintenant cette période d'échange pour 4 minutes 8 secondes avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre travail. Je veux revenir à la recommandation 1 sur l'augmentation progressive dans l'engagement humanitaire. Est-ce que vous faites aussi du parrainage privé de réfugiés? Non, vous n'en faites pas? Pas du tout. Et est-ce que vous avez une position là-dessus, sur la hausse? Je sais qu'on accueille autour de entre 1500 et 2000 annuellement avec nos quotas. Est-ce que vous avez une position sur l'augmentation de ce volet-là ou pas vraiment? Pour le parrainage? Privé, de réfugiés.
On a des enjeux, mais... Des enjeux. Il nous est difficile de desservir justement les réfugiés parrainés parce qu'ils ne sont pas pris en charge par l'État. Je comprends. Alors même quand il y a des lacunes dans les services ou dans leur accueil, quand ils viennent par exemple au centre multiethnique, il nous est difficile, voire parfois impossible de les servir. Bien, nous, on reçoit, puis je vous le nomme comme ça, on ne fait pas de privé, mais parrainage privé, mais c'est sûr que quand ça se complexifie, le parrainage privé, on va aider à solutionner. On ferme la porte à personne. Recommandation 4, vous parlez de situation de statut précaire. Est-ce que vous avez avancé une proposition sur une régularisation de statut? Ça se discute beaucoup au fédéral. Est-ce que vous avez une position là-dessus? Bien, je vais laisser Aline, parce qu'Aline... Bien, c'est certain que la régularisation là, des statuts permettrait justement aux personnes là, de sécuriser leur parcours. On se retrouve dans des situations extrêmement complexes et parfois à partir d'éléments très simples. Je pense à la complexité de compléter un formulaire, tout simplement, ou ne pas l'avoir fait à temps, va faire tomber donc un statut et une personne, notamment dans les cas de situation temporaire, se retrouver dans un statut extrêmement précaire, alors qu'au bout du chemin, la personne pourra peut-être obtenir la régularisation de son statut. Mais tous ces délais entre perdre son statut et la régularisation de son statut va entraîner un parcours extrêmement anxiogène pour les personnes, va être aussi demandant pour les services d'accompagnement et tout le monde est perdant finalement dans cette situation-là et on entrave vraiment les trajectoires des personnes, comme je le disais tout à l'heure, là, à court terme comme à long terme en fait. Ouais. Rajouter, j'allais dire les statuts précaires pour nous, c'est les travailleurs temporaires où ils ont des permis fermés, on s'entend. Des étudiants où il vit une dépression puis il va glisser vers une incapacité à continuer ses études. On voit tout ça, là, nous, à chaque année, à chaque situation. Alors pour nous, c'est d'essayer de régulariser davantage, de leur donner, tu sais, de comprendre. Puis là, je peux... Donc, vous voulez dire pérenniser vers un statut permanent? Tout à fait. Le plus important, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible un statut qui va leur permettre favorablement la résidence permanente, qui est une solution pour nous le plus rapidement possible, et éviter les permis fermés. Je comprends l'implication des employeurs financièrement, je comprends tout ça, mais on pourrait... Parce que quand on fait un permis fermé, l'autre chose qui est intéressante, c'est de voir avoir